Bonjour, on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 23 septembre 2022. Alors tout d'abord, il y a eu des questions sur les gains de la chaîne, donc je voudrais tout de suite éclaircir ce sujet. Donc tous les gains, ou plutôt toutes les donations qui sont faites à la chaîne sont visibles par tout le monde, donc il suffit de vous rendre sur Patreon et Tipeee, dont les liens sont en description. Le montant des donations par mois, il suffit de vous rendre donc sur Tipeee et Patreon, et par exemple donc sur Patreon, donc vous avez la page ici, et vous avez le nombre de contributeurs et le montant qui est donc donné par mois. Et c'est exactement la même chose sur Tipeee, où par exemple on a actuellement 3 tipeurs qui ont donné 20 € pour le mois de septembre. Donc voilà, donc tout est transparent et accessible pour ceux que ça intéresse. Ensuite, donc pour revenir sur le conflit en Ukraine, donc comme vous avez certainement dû l'entendre, la Russie a décrété la mobilisation partielle et a en même temps lancé donc des référendums dans les régions donc de Louhansk, qui se trouve ici, de Donetsk, de Zaporizhia et de Kherson. Ces référendums ont commencé d'ailleurs aujourd'hui et se poursuivront et se termineront au 27 septembre, donc mardi prochain. Ces référendums portent sur l'entrée de ces régions dans la Fédération de Russie, et si le résultat est positif, les autorités russes pourront à ce moment-là augmenter les moyens mis en œuvre sur ces territoires, puisqu'ils feront de facto partie de la Fédération de Russie. Donc c'est, à mon sens, un moyen politique pour les Russes de faire face à leur problème principal actuellement en Ukraine, à savoir le manque de troupes. Ensuite, pour venir donc à cette mobilisation partielle qui a été décrétée, elle concerne 300 000 réservistes qui ont une expérience sur un théâtre d'opération extérieur, comme par exemple en Syrie. Ensuite va se poser la question de temps, puisque 300 000 hommes, ça fait du monde. Donc il y a des formalités administratives, des visites médicales à faire passer. Également une formation pour une remise à niveau. Et tout cela va prendre du temps. On ne va pas avoir 300 000 hommes la semaine prochaine sur le théâtre d'opération en Ukraine. Ensuite, de sources officieuses, ces 300 000 hommes vont pouvoir déjà dans un premier temps remplacer des unités professionnelles qui sont déployées ailleurs en Russie. Et également, ces réservistes vont pouvoir assurer des missions donc, de police et de sécurité sur les différentes zones sous contrôle des Russes, en Ukraine, ce qui va pouvoir libérer des unités opérationnelles et professionnelles pour pouvoir mener des opérations offensives sur la ligne de front. En dehors de cette mobilisation partielle, les étrangers peuvent également servir 1 an dans l'armée russe et la procédure de nationalité sera simplifiée. Et du côté de chez Wagner, donc ça n'a rien à voir avec la mobilisation, 10 000 prisonniers ont accepté d'être recrutés et vont donc servir prochainement donc dans le groupe Wagner, et là aussi une question de formation devrait être dispensée. De plus, à noter également que la Russie fait partie de l'organisation du traité de sécurité collective, donc l'OTSC. Donc c'est une organisation politico-militaire qui a été créée en 2002, et elle regroupe l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Jusqu'à présent, les Ukrainiens ont bombardé le territoire russe, donc je vous rappelle dans les régions de Bryansk, de Koursk et de Belgorod, mais aucune unité terrestre n'a vraiment lancé d'attaque sur ces territoires russes qui sont donc au nord-est de l'Ukraine. La question qui va se poser, c'est que si ces territoires, donc ces différents oblasts, sont donc considérés comme russes par la Russie, est-ce que la Russie pourra actionner cette organisation qui est l'OTSC? Donc pour faire court, l'OTSC c'est l'équivalent de l'OTAN mais à l'est. Si un de ces pays qui en fait partie est attaqué, les autres pays sont censés venir en aide. Donc là aussi, est-ce qu'on va assister à une nouvelle escalade du conflit? La question reste posée. Ensuite, d'un point général, la Slovénie va livrer 28 chars T-55S modernisés.
Donc même si ce sont des chars qui sont relativement anciens, la Slovénie les a modernisés, notamment au niveau des optiques et du blindage. J'ai trouvé d'autres informations sur les fameux drones kamikazes Shahed 136, donc iraniens et qui ont été livrés à la Russie et qui sont actuellement utilisés sur le théâtre ukrainien. Donc ils ont une portée de 2000 km. Donc ce qui veut dire que n'importe quel point en Ukraine peut être touché par ces drones. Puisque juste pour vous montrer voilà, de la région de Koursk à la frontière polonaise, on n'est même pas à 1000 km. Donc ces drones peuvent être utilisés sur l'ensemble du territoire ukrainien. On note également que les Russes utilisent d'autres types de drones, des Mohajer 6, donc de conception iranienne également, et ce sont des drones d'attaque du même style que les Bayraktar TB2. Les Ukrainiens sont en train de transférer d'importantes réserves de l'ouest et de Kiev vers la ligne de front, donc dans les secteurs de Kharkov, du Donbass, de Zaporizhia et également de Kherson. Un échange de prisonniers a également eu lieu donc, ces derniers jours avec une forte symbolique, puisque 215 prisonniers ukrainiens ont été échangés contre 56 russes ou pro-russes. Alors, parmi les 215 prisonniers ukrainiens, on compte 200 militaires, dont la moitié du régiment Azov, qui a combattu à Mariupol et à l'usine Azovstal. Du côté russe, donc sur les 56, il y a un homme politique, Medvedchuk, donc qui est un Ukrainien pro-russe, qui lui a été échangé contre 200 soldats ukrainiens. Donc c'est ce qui nous fait donc parmi les 56, donc il y a ce Medvedchuk et 55 militaires. Et sur ces 55 militaires, il y a 50 Russes et 5 militaires du Donbass, donc Louhansk et Donetsk. Donc je reviens côté ukrainien, donc ils ont reçu 215 prisonniers de guerre, donc on a 200 militaires, également 10 étrangers donc qui ont servi du côté ukrainien, dont rappelez-vous il y avait 3 condamnés à mort par la République de Donetsk, 2 Britanniques et un Marocain, donc ils ont été libérés. Et également, on compte 5 officiers supérieurs qui commandaient à Azovstal. Et parmi ces 5 officiers supérieurs, il y avait Prokopenko qui commandait le régiment Azov dans la défense de l'usine Azovstal. A noter que ces 5 officiers supérieurs resteront en Turquie jusqu'à la fin des hostilités. Car en effet, Turquie et Arabie Saoudite ont joué les intermédiaires dans cet échange de prisonniers. Et ces 5 officiers supérieurs ont été échangés contre 55 soldats russes et du Donbass. Donc les sources et les détails de cet échange de prisonniers sont bien entendu en description. Voilà, maintenant on va pouvoir venir sur le terrain, en commençant par le front de Kharkov-Oskil. A noter tout d'abord que les Ukrainiens ont capturé un T-90 dans la dernière offensive sur Kharkov. Donc la particularité, c'est que ce char est le char le plus moderne, donc du côté russe, à avoir été engagé sur le théâtre ukrainien. Ensuite, donc, pour revenir sur la rivière Oskil, les Ukrainiens l'ont franchi dans 3 secteurs. Secteur de Dvorchina, ici, qui se situe au nord de Kupiansk. Le secteur de Kupiansk, et plus au sud, dans le secteur du village d'Oskil, qui se trouve ici. Alors tout d'abord sur Dvorchina, la rivière a été franchie, et les combats ont lieu dans le village de Tavasnivska, qui se trouve ici. Ensuite, sur Kupiansk, donc ça fait déjà plusieurs jours que la rivière a été franchie, et les combats n'ont pas évolué, ils se situent toujours ici, à l'est de la ville de Kupiansk. A noter que les Ukrainiens ont installé un ponton au sud de Kupiansk, donc dans ce secteur. Et enfin, dans le sud, c'est là où la progression ukrainienne est la plus significative, puisque les Ukrainiens ont installé un ponton ici, sur l'Oskil. Ils ont donc franchi et se sont emparés donc des villages de Yatsivkivka, Rubski et Lozovie. Et ils continuent leur offensive en direction de l'est, puisqu'il y a des combats actuellement sur les villages de Karpivka et de Rid-Kodoub, ici. A noter qu'il y a une importante concentration de troupes ukrainiennes dans le secteur donc, de Kharkov, donc ici.
Les Russes ont frappé avec donc, des missiles le barrage à l'est de Kharkov, donc ici exactement. Ce barrage a été bombardé, mais nous n'avons pas de visuel sur les dégâts. Donc ce barrage, s'il venait à être détruit, donc toute la partie ouest serait inondée, et ce qui freinerait les offensives ukrainiennes et qui perturberait également leur logistique. On retourne maintenant donc sur le secteur de Liman. Donc ici au nord-ouest, donc Liman et la ville qui se situe ici. Donc au nord-ouest, les Ukrainiens progressent, mais ils progressent également à proximité de Liman, puisqu'il y a des combats sur Novoselivka, Dobrychevier ici, des combats au nord-ouest de la ville de Liman, à l'ouest également, et on rapporte également donc des combats au nord-est de Liman ici, donc ce qui montre clairement une tentative d'encerclement de la ville. La ville est défendue entre autres par deux régiments de Cosaques du Don, le 6e et le 208e. Donc le Don, c'est une région en Russie, et plus précisément sur Rostov sur le Don, puisque le Don c'est un fleuve qui passe par ici, par la ville de Rostov. Donc le Don, c'est cette région que l'on trouve ici. Donc deux régiments donc, du Don défendent actuellement la ville. Il y a également d'autres unités, mais que je n'ai pas pu identifier. Les Ukrainiens contrôlent la plupart des villages au sud de Liman, que vous voyez ici. On note la présence de la 103e brigade ukrainienne, ici. Donc sauf erreur de ma part, à partir de 100 et au-delà, ce sont donc des brigades de milices. Donc ce ne sont pas des brigades professionnelles, et celle-ci, la 103e, est originaire de Lvov. Le village de Ozernier, qui est sous contrôle des Ukrainiens, a été bombardé avec du phosphore blanc. Les Ukrainiens concentrent des troupes au sud de Yampil, Yampil qui est ici et qui reste sous contrôle russe. On se dirige maintenant sur l'est, donc je vais dézoomer pour bien vous montrer où on se situe. Donc le front de l'est est ici, donc à cheval entre la région de Louhansk et de Donetsk. Bilohorivka, donc qui se situe dans l'oblast de Louhansk, est maintenant contrôlée par les Ukrainiens. On note des unités de reconnaissance ukrainiennes qui se sont portées en périphérie de Kremina. Dans ce secteur du front, on note des unités Wagner qui sont arrivées en renfort. Le front ici qui semble se stabiliser, puisque les villages de Zolotarivka et la raffinerie de Lysychansk sont sous contrôle des Russes. Il y a des combats sur Spirne, Berestovie, mais aucune évolution significative de part et d'autre. On se dirige maintenant dans le secteur de Soledar. Là également, les combats continuent, mais pas d'évolution sur le contrôle de la ville. Ensuite, sur Bakhmut, les Ukrainiens ont détruit un autre pont, ici, ce qui laisse présager un retrait de leurs troupes dans l'est de la ville, pour se regrouper dans le centre de Bakhmut. À l'est, ils sont toujours donc ici les mercenaires Wagner qui mènent les attaques dans ce secteur. Au sud de Bakhmut, pas d'évolution, les combats continuent sur Zaïtsevier, Odradivka, Kurdyumivka et également sur Mikhailivka Drua, mais depuis lundi, pas de gain ou de perte territoriale. Les combats continuent également dans le village de Mayorsk, qui a changé de main à plusieurs reprises. Ensuite, pas d'informations sur le secteur de New York. Au nord de Avdivka, Krasnohorivka reste sous contrôle des Ukrainiens et Kamyanka est disputé. Maintenant, au nord-ouest de Donetsk et au sud de Avdivka, il y a toujours donc cette zone qui reste incertaine. Des combats ont été rapportés sur Opitnie, ici, et également en périphérie de Pisky, au nord et au nord-ouest, Pisky restant sous contrôle des Russes. Ensuite, à noter ici la présence d'un bastion ukrainien qui entrave toutes les attaques dans ce secteur. Krasnohorivka reste sous contrôle des Ukrainiens, les combats continuent sur Marinka et sur Novomikhailivka, ici. A noter que dans la région de Donetsk, ici, du côté de la milice populaire de Donetsk, on s'attend à une large offensive ukrainienne ces prochains jours. Et j'ai oublié de vous préciser que Donetsk continue à être bombardé, et l'artillerie ukrainienne a même bombardé le centre-ville, dont un marché, où donc des civils ont trouvé la mort.
Sur Vuhledar, ici, un Sukhoi 25 ukrainien a été abattu. Et enfin, sur la ligne de Zaporizhia, donc ici, entre Velika, Novosilka et Kamianskie, ici, pas d'évolution de la ligne de front, mais on note une intensification des frappes de l'artillerie ukrainienne sur les positions russes. Également, un hélicoptère russe a été touché par un manpad. Il y a de fortes concentrations de troupes ukrainiennes dans la localité de Orikiv et sur Ulialpol. La centrale nucléaire d'Ener Odar, du moins son secteur, a été bombardée. La centrale en elle-même n'a pas été directement bombardée. Mais ici, comme chaque semaine, on frôle l'incident nucléaire de très peu. Enfin, et pour terminer, le secteur donc, de Mykolaïv-Kherson. Sur la ligne de front, donc, les combats continuent. Plusieurs villages sont repassés sous contrôle ukrainien, comme Oligné et Arkhangelsk. Aux dernières nouvelles, Novovo-Krenski reste sous contrôle des Ukrainiens. Et il y a un manque d'informations sur Novopetrivka, Kostrivka et Novovo-Zhesnevsky ici. Dans le secteur de Andrivka, apparemment les Ukrainiens s'apprêtent à lancer une attaque terrestre sur David Hybride. Pas d'informations sur Bilorivka, Bruskinskie, Shlakovier, Chalsevier et Bazimnier. Les villages de Kostromka et de Souki-Stavok restent sous contrôle des Ukrainiens, mais sont soumis à d'importants bombardements des forces aérospatiales russes et également de l'artillerie russe. A noter que dans ce secteur, on note la présence de la 35e brigade de marine ukrainienne, aux côtés de la 24e brigade ukrainienne. Dans le secteur Sniorivka, rien à signaler. Et dans le dernier secteur entre Mykolaïv et Kherson, les Ukrainiens ont repris le contrôle de Ternovipody, ici. Les combats continuent, de durs combats sur Pravdinié, ici. Dans ce secteur, les Ukrainiens ont accusé de lourdes pertes, notamment en blindés. Oleksandrivka reste sous contrôle des Russes. Sur Nova Kakhovka, donc Nova Kakhovka est ici, donc le pont-barrage n'est toujours pas opérationnel, mais dans ce secteur, les Russes ont mis un pont provisoire en place. Sur Mykolaïv, alors sur Mykolaïv, il y a une usine de blindés, donc qui se situe ici, qui assurait jusqu'à présent la réparation des véhicules blindés et des chars de l'armée ukrainienne. Et cette usine a été bombardée par plusieurs missiles et détruite. Alors maintenant, je vous fais part d'une source russe sur un éventuel plan d'attaque de l'armée ukrainienne dans ce secteur, donc que je vous partage ici. Donc, je le répète, ce sont donc des sources russes, donc ce sont des suppositions russes. Donc je ne dévoile pas les plans d'attaque ukrainiens, d'ailleurs je n'ai pas accès aux plans d'attaque ni aux états-majors, je vous rassure. Donc d'après les Russes, les Ukrainiens seraient en train de mettre en place un plan d'attaque pour Mykolaïv, donc je vous partage ici. Donc ce plan consiste à maintenir la pression sur les Russes, tout en opérant donc des percées depuis le nord et au centre, notamment le centre ici avec la percée de Andrivka pour séparer les forces russes dans ce secteur en deux parties. Mais également opérer donc des percées depuis Sniorivka, donc qui se situe ici, comme vous pouvez voir, des percées aussi depuis Mykolaïv. Tout en opérant un débarquement sur les lignes arrières russes, donc vous pouvez voir ici, afin de créer un effet de panique et de couper les défenseurs de leur approvisionnement. Parce que ici, donc je vous rappelle, il y a plus de 20 000 soldats russes qui sont prépositionnés, mais ils ont de gros problèmes d'approvisionnement et donc de logistique, puisque les Ukrainiens ont détruit la plupart des ponts, et également donc des pontons qui approvisionnent ces troupes. Et d'ailleurs, d'importants mouvements de troupes ukrainiennes ont été observés dans le port de Otchakiv, qui se situe ici, qui pourraient éventuellement participer à un débarquement en face de ce même port. A noter également dans le secteur de Sébastopol, donc ici, la présence de drones bateaux. Donc apparemment deux de ces drones, dont un a été détruit et l'autre s'est échoué sur
les côtes de Sébastopol. Et vous retrouverez bien sûr toutes les informations et photos donc, de ces drones navires en description de la vidéo. Donc voilà pour les informations au 23 septembre 2022. Donc en résumé, sur le front Kharkov-Oskil, les Ukrainiens ont franchi la rivière Oskil à 3 endroits différents. Sur Kupiansk et le nord, il n'y a pas d'évolution significative de ces franchissements. Par contre, le franchissement le plus efficace se situe en face du village d'Oskil, puisque les Ukrainiens continuent leur attaque en direction donc, de l'est, et plus précisément au nord-est de Liman. Sur Liman, les combats continuent, il y a une tentative d'encerclement de la ville des forces ukrainiennes. Dans l'est, le front est relativement stable. Dans le secteur de Donetsk, la milice populaire de Donetsk s'attend à une large offensive ukrainienne ces prochains jours. Dans le secteur de Zaporizhia, il y a une forte concentration de troupes ukrainiennes. Et enfin, sur Mykolaïv-Kherson, la ligne de front est stable. Les Ukrainiens continuent à attaquer, mais sont pour l'instant repoussés sur l'ensemble de ce front. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse maintenant avec le comparatif de la ligne de front de la semaine dernière. Je vous souhaite un excellent week-end, portez-vous bien, et à la semaine prochaine.